Les députés de la 7e législature ont tenu le jeudi leur deuxième session de plein droit au siège de l'institution sous la direction du doyen d'âge Aimé Gogué. Cette séance a été essentiellement consacrée à l'adoption du règlement intérieur, un test qui doit régir le fonctionnement du Parlement pour les 6 prochaines années. En effet, pour cette séance de la session de droit, des innovations majeures ont été introduites dans le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La commission spéciale composée de 19 membres pendant une semaine a travaillé pour mettre en place un document de 138 articles répartis en 10 titres. Il ressort dans ce règlement que la durée du mandat du président et du bureau de l'Assemblée nationale est fixée à 3 ans renouvelables. Pour les députés, chaque absence doit être justifiée. Le règlement stipule que lorsqu'un député s'absente aux 3/4 des séances plénières d'une session ordinaire sans raison par le droit admis par l'Assemblée nationale, le concerné sera interpellé par le jury de l'Assemblée pour une justification. À défaut, les indemnités de l'élu seront définitivement suspendues. Entre autres, certains points de ce règlement de la 7e législature prévoient des mesures claires et applications à tous les députés. Il s'agit des cas de démission d'un député de son parti politique. Le député démissionnaire de son parti perd automatiquement sa place à l'Assemblée nationale. Rappelons que l'opposante Brigitte Kafouya-Djamagbo-Johnson a voté contre en raison de l'alignement des dispositions sur la nouvelle constitution qui bascule le pays dans le régime parlementaire. L'histoire se répète et l'industrie du tabac essaie de vendre la même nicotine à nos enfants en changeant l'emballage. C'est le constat de l'Organisation mondiale de la santé qui sous-tend la guerre déclarée aux industries du tabac dans le monde. Aujourd'hui, les industries du tabac développent des stratagèmes pour rendre les jeunes dépendants à vie. C'est ainsi que ces industries ciblent les jeunes avec des produits au goût de sucrerie et aux arômes alléchants. Malgré les progrès significatifs enregistrés en matière de réduction du tabagisme, l'émergence des cigarettes électroniques et d'autres produits du tabac et de la nicotine représente une menace grave pour la lutte anti-tabac auprès des jeunes. Selon des études, l'utilisation de la cigarette électronique augmente de près de 3 fois la consommation de cigarettes conventionnelles, en particulier chez les jeunes non-fumeurs. L'estimation des jeunes fumeurs âgés de 13 à 15 ans est chiffrée à 37 millions dans le monde. Face au danger, l'Organisation mondiale de la santé exhorte les gouvernements à protéger les jeunes en les dissuadant de commencer à consommer du tabac, des cigarettes électroniques et d'autres produits à base de nicotine. Au Togo, un appel a été lancé depuis 2023 pour l'abandon de la culture du tabac. En février 2023, le taux des droits d'accise sur le tabac est passé à 100%. La consommation de tabac concerne 10% des hommes âgés de 15 à 49 ans et 0,9% des femmes de la même tranche d'âge. Malgré nos efforts pour réduire les inégalités dans le monde, le marché du travail reste inégal. C'est en substance la conclusion du récent rapport du Bureau international du travail, BIT. Cette inégalité est plus ressentie chez les femmes, selon les précisions du rapport rendu public ce 29 mai. Même si l'inégalité d'accès aux opportunités d'emploi reste un problème dans le monde entier, les nouvelles prospections de l'Organisation internationale du travail montrent une amélioration du chômage mondial au cours de cette année 2024. En effet, le taux de chômage mondial en 2024 s'établira à 4,9% contre 5,0% en 2023. Selon les prévisions du BIT pour l'année 2024, le taux de chômage a été projeté à 5,2%. Mais bien évidemment, cette tendance baissière n'enlève rien au manque persistant d'opportunités d'emploi. Ainsi, près de 402 millions de personnes manqueront d'emploi. Ce chiffre inclut aussi les 183 millions de personnes comptabilisées comme chômeurs. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par le manque d'opportunités d'emploi, surtout dans les pays à faible revenu. Ce taux est de l'ordre de 22,8% contre 15,3% pour les hommes. Selon Gilbert Fossou-Humbo, directeur général de l'Organisation internationale du travail, je cite,
Pour parvenir à une reprise durable dont les bénéfices sont partagés par tous, nous devons travailler à des politiques inclusives qui prennent en compte les besoins de tous les travailleurs. Nous devons placer l'inclusion et la justice sociale au cœur de nos politiques et de nos institutions. Sans cela, nous n'atteindrons pas notre objectif de garantir un développement fort et inclusif. Les populations, surtout celles qui résident dans les zones vulnérables, ont raison de s'inquiéter pour les jours à venir, mais elles doivent prendre des dispositions pour se mettre à l'abri des dégâts ou quitter leur lieu d'habitation, du moins durant cette période de pluie. Tels ont été les propos du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, Anamet. La dite agence a déclaré ce 30 mai que le mois de juin, qui annonce la grande saison pluvieuse, sera marqué par des inondations au sud du Togo. Selon les prévisions, il faut s'attendre à des fortes pluies au mois de juin, qui est considéré comme le cœur de la saison pluvieuse dans le sud du Togo. Notons qu'un numéro vert a été mis à la disposition de la population. Ce numéro servira à signaler les situations d'urgence dues aux inondations. Le nouveau président sénégalais s'est entretenu jeudi avec le chef de la junte militaire malienne à Bamako. Bassirou Diomaye Faye et le colonel Assimi Goïta ont parlé de coopération entre voisins, mais aussi et surtout de la dissidence affichée du Mali face à la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine, depuis plusieurs mois. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Mais nous pensons que, en tout cas de mon point de vue, nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration. Il s'agit pour Diomaye Faye de la première étape d'un périple qui le conduira au Burkina Faso, un autre pays qui forme avec le Mali et le Niger l'Alliance des États du Sahel. Les trois États sont dirigés par des militaires auteurs de coups d'État. Le Congrès national africain, l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, est en difficulté. Les résultats partiels des législatives montrent un recul de l'ANC avec seulement 42% des suffrages exprimés après un tiers du dépouillement. Les partisans de l'ANC en passent de perdre leur majorité absolue au Parlement gardent espoir. Tout le monde voyait l'ANC avec un score de 36 à 40%. Et nous sommes tout à fait certains que nous dépasserons ce chiffre. Et le plus beau, c'est que, indépendamment de ce qui se passe maintenant, nous sommes en tête partout, sauf au KwaZulu-Natal. Selon les partis rivaux, l'ANC a perdu la confiance des électeurs sud-africains fatigués des scandales de corruption et de la dégradation de la situation économique du pays. Céline Goubane, du parti Umkhonto weSizwe, estime que l'ANC a échoué. Sur le plan économique, ils ont échoué. Ils évoquent les investissements directs étrangers. Ces mêmes investisseurs qui viennent ici pour nous piller nos ressources et repartent avec d'énormes primes. L'ANC n'a donc aucune solution pour les Sud-Africains. L'analyste politique Jolene Steyn-Kotze estime qu'il serait prématuré de dire que l'ANC perdra sa majorité. Elle appelle tous les partis politiques à travailler ensemble pour remédier au chômage et aux inégalités. Nous devons progresser vers une relation de collaboration entre les partis politiques. Ces derniers devront accepter de travailler ensemble pour que se concrétise l'agenda de développement socio-économique et sociopolitique, et ce de façon à pouvoir faire face aux principaux défis sociétaux. L'ANC souffre d'une désillusion croissante au sein de la population sud-africaine. Nourrie par le chômage de masse, la criminalité, la corruption et les dysfonctionnements des services publics dont témoignent les fréquentes coupures d'électricité à travers le pays.
Au Maroc, le salon Jitex Africa a ouvert ses portes mercredi à Marrakech. L'événement a réuni des entrepreneurs et des investisseurs de la tech africaine et mondiale. Yola Fresh, une start-up marocaine à la pointe de l'innovation, révolutionne le secteur agricole grâce à des technologies avancées pour garantir la qualité et la durabilité des produits frais. Nous avons énormément de données de part et d'autre. On a de la donnée sur nos consommateurs, sur les détaillants. Et donc, c'est des personnes qui achètent régulièrement et tous les jours leurs produits. Donc, on est capable d'utiliser des algorithmes pour pouvoir prédire ces volumes-là qui vont être consommés par ces détaillants. De l'autre côté, on a aussi des facteurs qui sont externes à notre supply chain, qui vont être, par exemple, le prix du marché, qui vont être, par exemple, la météo. Tous ces facteurs-là vont impacter sur les prix et donc aussi vont impacter sur l'offre et la demande. La start-up sénégalaise Kaitou Robotics a créé une plateforme permettant de contrôler des robots à distance depuis n'importe quelle partie du monde. L'équipe de Kaitou a déjà réussi à livrer des commandes à distance sur le sol américain en pilotant des robots depuis Dakar. Le partenariat qu'on a eu avec Brigham Young University a été pour nous une manière de tester notre technologie à l'échelle. Donc de pouvoir notamment avoir des robots qui sont conçus au Sénégal, qui sont déployés aux États-Unis, de pouvoir interagir avec des opérateurs qui sont au Sénégal et qui prennent le contrôle de ces robots pour offrir un service à distance. L'intelligence artificielle représente un atout majeur pour les économies africaines. Cette technologie offre des solutions ingénieuses pour optimiser la gestion des ressources. Elle stimule la croissance économique et ouvre de nouvelles perspectives sur le marché. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Et je pense que c'est la seule occasion que l'Afrique a aujourd'hui de se mettre au même niveau que les autres pays et les autres continents. Justement parce que le savoir est disponible, la formation est disponible, les Africains se font former. À Jitex Africa, les acteurs de la tech et de l'innovation africaine ont pu échanger avec des décideurs politiques et des investisseurs. Cet événement symbolise à leurs yeux l'espoir d'un avenir prospère et juste pour l'Afrique à l'ère du numérique. Rien n'entame leur détermination pour la prochaine élection présidentielle américaine, pas même la condamnation de leur candidat. Devant la Trump Tower, les partisans de l'ancien chef d'État sont venus lui apporter leur soutien. Je pense que le procès a pour but de lui causer des problèmes afin qu'il ne puisse pas devenir président. Mais je pense qu'il fera un grand président. Cette condamnation au pénal est historique pour un ancien président. Le magnat de l'immobilier est reconnu coupable de paiement dissimulé à une star de film X. Alors le verdict émeut les plus engagés des fans de Donald Trump. Tous mobilisés de la Floride aux abords de sa résidence privée, à Miami, où la communauté hispanique vote majoritairement républicain. Aujourd'hui est un jour de deuil. La démocratie est morte, la nation américaine est en train de mourir, et si ce problème avec Trump n'est pas résolu, c'est de la persécution politique, alors l'Amérique mourra. La peine de Donald Trump sera connue le 11 juillet prochain. L'homme politique ne risque pas l'inéligibilité et fera appel selon ses avocats. Alors ses soutiens sont remontés à bloc. Tous croient à un second mandat pour l'ancien président malgré ses déboires judiciaires. La ferveur Trump est toujours d'actualité. Côté démocrate aussi, la décision judiciaire est célébrée. Je pense que justice a été rendue. 12 jurés ont pu se réunir avec un juge dans une salle d'audience et suivre la procédure. Et c'est bien que tout le monde respecte le résultat. C'est un pays merveilleux. À 4 mois du scrutin présidentiel, 2 camps et 2 Amériques s'affrontent. Donald Trump n'en a pas fini avec la justice. D'autres affaires doivent être jugées dans les mois prochains. Pour Juliana et ses camarades, crier est une thérapie. Ces élèves inscrits dans une école de théâtre en Haïti ont choisi cet art comme échappatoire. Je joue le rôle qu'on me demande de jouer. En Haïti, des millions de personnes luttent pour reconstruire leur vie dans un pays qui se dirige vers un avenir incertain. L'art de la représentation offre l'opportunité aux jeunes de canaliser et d'évacuer le ressenti de la violence. Je pense qu'à première vue, je les ai vus un petit peu hésitants et puis ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. La première journée, c'était des enfants timides qui parlaient mais pas trop fort, pas trop, qui ne voulaient pas dire ce qu'ils ressentaient.
Vivant sous la menace constante de la violence des gangs, avec le théâtre, la jeunesse haïtienne se vide l'esprit. Ils laissent le camp, ils ont cette possibilité de respirer, d'être dans un autre environnement, un espace sain, un espace qui est approprié au développement de l'esprit d'un jeune. Pour se rendre à ses cours de théâtre, Juliana fait le trajet en moto. La jeune fille qui habitait auparavant dans une maison vit aujourd'hui avec sa famille dans un abri surpeuplé et dort dans des conditions difficiles. Quand nous vivions dans notre maison, nous vivions bien. Ici, dans l'abri, nous ne pouvons même pas dormir, les insectes nous piquent. Près de 2 millions de personnes sont au bord de la famine en Haïti et de nombreux jeunes profitent du repas gratuit offert à l'atelier de théâtre pour nourrir leurs proches. Un musée cubain met en lumière l'emblématique Guayabera. Cette chemise de coton local au style militaire est un symbole national au même titre que les cigares ou encore le rhum. Certaines d'entre elles sont cousues à la main sur de vieilles machines dans des ateliers de La Havane, la capitale. Les plis sont ceux qui demandent le plus de travail parce qu'il faut les faire un par un et les mouler avec l'ongle. Selon les experts, la Guayabera est née à La Havane avant d'entamer son ascension il y a 3 siècles. Originellement portée par les travailleurs des champs, elle est devenue un vêtement élégant et formel. La Guayabera originale porte sur l'épaule le triangle du drapeau. Le bouton, qui est l'étoile, et les 5 plis représentent les 5 bandes du drapeau cubain. Bien qu'elle ne soit pas aussi omniprésente que les t-shirts à l'effigie de Che Guevara, la Guayabera a été portée au fil des années par tous, des dirigeants mondiaux aux lauréats de prix Nobel. Toute personne qui porte cette chemise est transformée. Il se passe quelque chose d'étrange, comme dans un rêve. Comme l'histoire de Cendrillon, la personne est transformée. Les visiteurs du musée de la maison Guayabera peuvent admirer 272 chemises et robes, dont certaines ont été données par les personnes célèbres qui les ont portées. Les chemises les plus précieuses sont celles des anciens dirigeants cubains Fidel et Raúl Castro, ou encore du romancier Gabriel García Márquez, lauréat du prix Nobel. Après la Révolution, dans ce pays, les gens se mariaient habillés comme des soldats, dans des treillis vert olive portés par des guerrilleros. Ici, nous étions en guerre 24 heures sur 24. Je pense donc que toutes ces tenues sont tombées en désuétude au sein de la population. Logiquement, d'autres pays ont commencé à utiliser les Guayabera comme des costumes ajustés. Parfait pour le climat tropical de Cuba, ce vêtement léger et absorbant est devenu la tenue de cérémonie par excellence. Selon la tradition locale, les premières chemises ont été confectionnées au début du XVIIIe siècle.